Alors, comment dire, il n'y a pas vraiment de meilleure caméra au monde. Hein. Comme ça, c'est dit, c'est fait. La meilleure caméra, c'est celle qui s'adapte le mieux à vous et vos projets. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa caméra? Eh bien, voici 10 points qu'il faut regarder lorsqu'on choisit sa caméra. Numéro 1, la définition. Là, en gros, c'est vraiment le concours de bits. Hein. C'est qui aura la plus grosse, qui aura le plus de pixels, c'est vraiment ça. Donc là, évidemment, c'est en fonction de ce que tu as besoin. Si tu as besoin de 4K, ben, prends de la 4K. Si tu as besoin de 8K, prends de la 8K. Si tu as besoin de 12K, déjà dis-moi qu'est-ce que tu fais avec, mais prends de la 12K. Pendant tout un temps, les RED étaient les meilleurs avec leur capteur 8K, Super 35, tout ça. Sauf que depuis quelques mois, la Blackmagic est sortie avec leur capteur 12K. Ce qui fait encore plus que la RED et qui est un petit peu vraiment en mode concours de bits, hein. Vraiment ça c'est sûr. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais bon, honnêtement, à quoi ça sert? Bah, en soi, pour l'instant, la 4K est en train de se développer de plus en plus, elle se démocratise, donc il y a de plus en plus de caméras qui tournent en 4K, pour beaucoup moins cher. Mais maintenant, on commence à avoir des caméras 8K dans les téléphones, même si honnêtement, voilà, ça reste une caméra de téléphone, hein, faut pas trop en demander, mais bon, honnêtement, la 8K pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Autant se prendre une Blackmagic Ursa 12K, et puis on est bon, hein, franchement, pas besoin de plus. Numéro 2, la couleur. Bon, ok, les couleurs, c'est principalement de la branlette technique, mais honnêtement, je peux vous assurer que de bonnes couleurs, ça fait bien. En fait, c'est pas mal. En vrai, si vous avez besoin de couleurs parfaites, foncez sur une Alexa. Pas plus compliqué que ça. Les Alexa sont réputés chez tous les directeurs photo pour être les meilleures caméras numériques au niveau couleur. Leurs couleurs sont juste magnifiques. Le plus important lorsqu'on regarde les couleurs, ce sont les teintes de peau. Il faut qu'elles soient naturelles et vraiment que ça rende le plus naturel possible. Parce qu'au final, les teintes de peau, c'est assez compliqué pour une caméra de donner des couleurs parfaites. C'est vraiment une couleur qui se trouve entre le rouge, le vert et le bleu et qu'il faut trouver le bon équilibre entre chaque couleur. Et donc, Harry, avec leur Alexa, ont vraiment réussi à avoir la bonne couleur pour les teintes de peau et on a quelques autres qui ont vraiment des couleurs pas dégueulasses. Par contre, n'oubliez pas que même si une caméra est chère, les couleurs ne sont pas forcément très belles. Il n'y a qu'à regarder la F55. Donc en gros, si vous voulez de belles couleurs, n'hésitez pas à foncer sur les Harry. Les RED sont pas mal non plus. Si vous voulez payer moins cher, il y a les Blackmagic qui ont vraiment des couleurs très belles aussi. Genre cette vidéo est tournée avec une Blackmagic. Pour ce qui est de Canon, leurs caméras cinéma sont un peu bizarres au niveau des couleurs. Hein. On arrive à quand même des teintes de peau assez magenta. Hein. Évidemment, ça, ce sont littéralement les goûts et les couleurs. Et ça, personnellement, moi j'aime bien les couleurs Blackmagic. Mais après, il y en a qui n'aiment pas du tout et qui voudront absolument une autre caméra. Donc, numéro 3, les ralentis. Alors ça, c'est un truc à regarder si vous en avez l'utilité, même si de plus en plus de caméras permettent de faire des ralentis. Pas toutes ne le permettent de la même manière. Par exemple, les Alexa ne montent pas très haut dans les ralentis, mais c'est pas grave en soi, on utilisera une autre caméra. Par exemple, la caméra que j'utilise actuellement permet de monter à 60 fps en 4K et 120 fps en 1080p. Bref, il faut pas hésiter à regarder les fiches techniques pour voir jusqu'à quelle vitesse peuvent aller les caméras. Par exemple, quand on doit filmer du sport, c'est toujours très pratique d'avoir une caméra qui permet de vite fait faire un ralenti assez rapide en fait. Mais bon, les meilleures caméras qui permettent de faire des ralentis ne sont pas l'office des caméras cinéma, ce sont plutôt des caméras qui ont plus un but assez scientifique. Bah oui, les scientifiques, ils ont besoin de pouvoir ralentir le temps pour pouvoir regarder en détail ce qui se passe dans des trucs très rapides. Du coup, évidemment, ils ont des caméras qui permettent de faire des ralentis absolument incroyables, comme par exemple les caméras Phantom. Honnêtement, les caméras Phantom, c'est vraiment un niveau au-dessus de tout ce que vous pouvez trouver autre part. On monte facilement à 1500 images par seconde. En 4K. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne cette caméra, n'hésitez pas à aller voir les Slow Mo Guys qui ont justement ces caméras qui permettent de faire des ralentis absolument incroyables et un résultat absolument dingue. Numéro 4, les tailles de capteurs. Alors ça, c'est assez technique, mais c'est extrêmement important. Le capteur de votre caméra, c'est la surface sur laquelle sera capturée l'image, derrière l'objectif. Et cette surface, elle peut être beaucoup plus grande ou beaucoup plus petite, en fonction de la caméra. Le truc classique, c'est le Super 35. C'est un format qui est dérivé de la pellicule justement Super 35, et donc on a gardé la même surface que la pellicule. Pourquoi? Bah en fait, le spectateur s'est habitué à l'image Super 35. Enfin, surtout, la profondeur de champ. Parce qu'au final, la taille du capteur, ça change vraiment une chose, la profondeur de champ, donc le niveau de flou derrière ou devant en fait. Au plus le capteur est petit, au moins on aura de flou derrière. Donc évidemment que c'est plus intéressant d'avoir un plus grand capteur quand on est au cinéma. Et des grands capteurs, il y en a. Plus grand que le Super 35, nous avons les 24-36, le format full frame, qui là, c'est en fait dérivé des photos. En fait, en photo, on utilisait la même pellicule Super 35, mais retournée horizontalement. Donc on avait une plus grande surface, et c'est devenu le format 24-36.
full frame. Et ça suffit pas, hein. On a toujours des trucs plus grands, genre les Alexa LF et surtout le top du top, l'Alexa 65. Pourquoi 65? Parce que 65 mm, qui est le format pellicule le plus grand en fait. Et donc là aussi, on a gardé la même taille de capteur en fait, pour pouvoir en faire une caméra numérique. Le seul truc, c'est que cette caméra coûterait à la fabrication à peu près 500 000 €. Donc évidemment, tu ne peux faire que la louer directement chez le fabricant, donc Arri. Mais ça, c'est la caméra numérique avec le plus grand capteur. Mais il existe évidemment l'IMAX, qui là, c'est la pellicule 65, mais en défilement horizontal, donc encore plus grand. Mais bon, à part si on s'appelle Christopher Nolan, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Mais là, ce n'est pas un capteur numérique, donc c'est de la pellicule. Et là, bon courage. Mais il existe aussi des capteurs plus petits que le Super 35, comme par exemple les capteurs APS-C qu'on retrouve sur la plupart des petits DSLR, ou bien des capteurs micro 4 tiers, comme par exemple sur les GH4, les Blackmagic Pocket et plein d'autres trucs. Pas mal de caméras semi-pro comme ça sont micro 4 tiers, c'est pas mal du tout comme format, c'est un bon équilibre entre tout. Donc là par exemple, moi c'est un micro 4 tiers. Il y a aussi le 2 tiers de pose qui est principalement utilisé en télé, dans les caméras pour les studios ou en reportage. Il y a aussi des caméras à 1 tiers de pouce ou 1 demi-pouce qui peuvent être utilisées comme caméra de point, comme caméra documentaire comme ça. Mais après il y a encore plus petit, mais là c'est vraiment pour les capteurs de téléphone et ce genre de trucs, donc voilà. Mais les capteurs ont aussi une incidence sur quelque chose d'important. Numéro 5, les objectifs. Là aussi c'est assez compliqué parce qu'il y a une telle variété d'objectifs que qu'est-ce qu'il faut choisir? Déjà, il faut prendre en compte pour sa caméra la monture. En gros, le type d'objectif qu'on peut mettre dessus. Chaque monture a vraiment une spécificité au niveau taille de capteur. Par exemple, le micro 4 tiers a sa monture en fait micro 4 tiers. Et du coup, on a vraiment les objectifs adaptés à cette taille de capteur. Puis pour le Super 35, on a le choix entre les montures EF pour Canon, les montures E pour Sony, les montures PL pour les montures PL. Bref, il y a tout un choix de montures et il faut regarder quelle monture c'est pour voir quels objectifs on peut mettre. Évidemment, il y a des adaptateurs pour passer d'une monture à l'autre, mais toutes les montures ne sont pas compatibles avec toutes parce qu'il y a la distance entre l'objectif et le capteur qui doit être prise en compte. Et là, il suffit d'un petit peu de logique pour comprendre qu'on ne peut pas mettre un adaptateur pour un objectif qui doit être à 2 cm du capteur sur une caméra qui a un objectif qui doit être à 5 cm du capteur. L'inverse est possible, mais pas dans ce sens-là. Mais tu as aussi des caméras qui permettent de changer de monture, comme par exemple les RED, où tu as besoin d'un accessoire pour pouvoir mettre sur le capteur un objectif, parce que sinon, si tu n'as pas cet accessoire-là, tu peux pas mettre d'objectif. Numéro 6, le format de la caméra. Alors ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Parce que oui, si tu vas tourner, je sais pas moi, en Afghanistan ou en Syrie, tu vas pas commencer à te faire chier avec une caméra qui a 12 000 accessoires à attacher dessus avant de pouvoir tourner. Tu as besoin de quelque chose de rapide, efficace et que tu peux prendre direct, t'allumes et tu tournes, tu vois. Bref, il faut regarder quel format la caméra et l'ergonomie de la caméra avant de l'acheter pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin ou pas. Par exemple, une caméra qui aura un format appareil photo sera pas mal utile dans certaines situations et une caméra qui se met sur l'épaule sera utile dans d'autres situations. Bref, là, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on en aura comme utilité et puis réfléchir aussi aux accessoires. Mais ça, c'est le numéro 7, les accessoires. Oui, là aussi, il faut regarder si une caméra, on peut l'accessoiriser ou pas. Et si oui, comment? Par exemple, une RED, quand tu reçois ta caméra, c'est un cube en fait. C'est littéralement un cube où tu as rien dessus et tu as besoin des accessoires pour pouvoir commencer à tourner. Donc évidemment, les RED, tu peux les customiser comme tu veux et tu peux vraiment avoir tous les accessoires que tu veux et faire ta caméra comme tu veux. Si tu veux la mettre sur un drone, il n'y a pas de souci, tu mets le moins possible. Si tu veux la prendre en main, tu mets une poignée dessus, tout simplement. Et si tu as besoin d'accessoires pour la mettre en mode télé, tu mets dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, chaque caméra sera accessorisable d'une manière différente de l'autre. Donc il faut regarder un petit peu ce qu'il y a comme branchement sur la caméra et ce genre de trucs et qu'est-ce qu'on peut accrocher dessus. Numéro 8, les basses lumières. Là aussi, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire avec la caméra. Parce que si tu vas uniquement filmer dans des endroits où la lumière est contrôlée, genre tu fais des trucs en studio, honnêtement ça sert à rien. Par contre, si tu vas tourner dans des reportages en mode nocturne, là c'est intéressant de s'intéresser à la basse lumière. En gros, la basse lumière, c'est la capacité d'une caméra à pouvoir voir dans les endroits sombres. Donc plus spécifiquement, on parle de la sensibilité de la caméra, donc le nombre d'ISO. Et puis aussi un détail assez important, c'est bien la lentille de monter en sensibilité, mais si l'image est totalement bruitée et dégueulasse, ça sert à rien. Donc pour ça, la meilleure caméra, ça reste la série des Sony A7S. Parce que là, on est vraiment sur une dinguerie, on monte à des ISO absolument faramineux. Donc là, en fait, la caméra, elle voit littéralement dans la nuit, elle voit dans le noir. Donc oui, avec un A7S III, tu peux littéralement aller tourner une vidéo au clair de lune.
sans aucun souci. Est-ce que c'est utile? Franchement ouais. Ça peut vraiment être utile dans certaines situations, ça peut te sauver. Après, il faut voir évidemment avec ton utilisation de la caméra, parce que bon, c'est toujours ça qu'il faut voir en fait. Numéro 9, les fichiers que sort ta caméra. Alors ça, c'est quelque chose qu'on regarde pas toujours, mais qui est extrêmement important pour le montage. Parce que de plus en plus de caméras permettent de tourner en RAW. Alors qu'est-ce que c'est le RAW? C'est un format non compressé qui est spécifique à la caméra. Elle enregistre les données brutes qui sortent du capteur. Le truc, c'est que chaque fabricant de caméra a son propre système de fichiers RAW. Et du coup, tous les programmes de montage ne prennent pas les fichiers RAW de tout le monde. Donc parfois, tu peux très bien prendre tes fichiers RAW qui sortent de ta caméra, les mettre dans ton logiciel de montage qui va dire non, je connais pas ce fichier, va te faire foutre. Après, la plupart des caméras professionnelles permettent d'enregistrer du ProRes, qui est le bon compromis entre pouvoir être accepté partout et perte de qualité. Après, beaucoup de caméras professionnelles et surtout les caméras pas professionnelles sortent du H.264. Qui est un codec qui perd de la qualité, beaucoup de qualité, mais par contre qui est ultra léger et qui peut être utilisé absolument partout. Donc il faut se renseigner sur quels codecs sont acceptés par ton logiciel de montage. Et puis pour le reste, je m'occupe de te faire une vidéo pour t'expliquer absolument toutes les méthodes de compression. Et numéro 10, le budget. Eh ouais, là c'est surtout le facteur limitant, hein. Clairement là on va pas pouvoir aller très loin si t'as pas de budget. Donc là évidemment en fonction du budget ça définira quelle caméra tu peux louer ou acheter ou pas. Donc là il faut se renseigner sur quelles caméras sont disponibles à ce prix là ou pas. Et surtout il faut se renseigner sur les accessoires parce que ça peut coûter très cher dès qu'on commence à rajouter des batteries, des objectifs, des trucs dans le genre parce que... Voilà quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à faire un petit tour sur Utip. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt!